Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur nos ondes pour cette nouvelle édition des sociales de KPMG. Le rendez-vous radiophonique spécialement dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale, chaque fois que nécessaire, et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021, au micro, Dirk Bogarde et Olivier Mazy. Bonjour Dirk. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, la rupture conventionnelle collective, un dispositif auquel sera consacré notre grand angle. Ensuite, dans notre tour d'horizon de l'actualité sociale, nous présenterons un arrêt important récemment rendu par le Conseil d'État qui éclaire la notion de salaire minima hiérarchique. Vous avez le programme de cette nouvelle édition des sociales. C'est parti. Le grand angle. Commençons ce grand angle qui porte donc sur le dispositif de rupture conventionnelle collective. En 2017, après l'élection présidentielle, le législateur a souhaité encourager le recours au volontariat dans les procédures de restructuration. Il a en conséquence adopté une loi d'habilitation autorisant le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures favorisant et sécurisant les plans de départ volontaires. Ainsi, l'ordonnance du 22 septembre 2017 institue notamment la rupture conventionnelle collective, aussi appelée RCC. Celle-ci permet à l'entreprise de prévoir, par la voie de la négociation collective, des suppressions de postes en faisant appel au volontariat des salariés, sans avoir à justifier d'un motif économique, ni à respecter les règles applicables au licenciement économique. La forme de la rupture conventionnelle est assez simple. Un accord collectif définit les conditions et les modalités de rupture d'un commun accord des contrats de travail, ces ruptures devant être exclusives du licenciement. L'employeur respectant ces modalités examinera les candidatures des salariés volontaires, puis les parties donneront leur accord à la rupture. La rupture conventionnelle collective n'est donc pas un dispositif nouveau. Dirk, pourquoi ce sujet mérite-t-il un examen particulier en cette fin d'année 2021 ? Pour deux raisons, Olivier. Son succès et sa capacité à accompagner la transformation des entreprises, une tendance actuelle forte. La rupture conventionnelle collective est manifestement prisée depuis sa création en 2017. Même si le contexte économique actuel semble moins compliqué que redouté, plusieurs projets de réduction des effectifs ont récemment vu le jour. C'est le cas, par exemple, d'Ariane Group qui, selon la presse spécialisée, voudrait supprimer environ 600 postes en France d'ici fin 2022, justement via une RCC. Ce succès est lié au fait que, comme vous le disiez, la rupture conventionnelle collective sécurise les employeurs désireux d'adapter leurs effectifs aux évolutions de l'entreprise dans un contexte de restructuration à froid. Jusque-là, en effet, cette approche collective des ruptures d'un commun accord relevait uniquement de ce que l'on appelle des plans de départ volontaires, soumis à des règles définies par la Cour de cassation en l'absence de régime légal spécifique. Pour faire simple, la Chambre sociale imposait l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les PDV les plus importants, avec des régimes différents selon que ce plan excluait ou non des licenciements pour parvenir à ces objectifs. Le droit était donc assez complexe et la rupture conventionnelle collective offre précisément un cadre mieux défini pour procéder à une réduction des effectifs exclusifs de tout licenciement pour motif économique. En outre, comme vous l'avez indiqué, il y a un instant, la rupture conventionnelle collective peut être adaptée pour accompagner certaines transformations de l'entreprise. Oui, dès lors que ces transformations ne se traduisent pas seulement par une suppression de certains emplois, mais aussi par la création de nouveaux postes ou le renforcement de certaines activités. Ainsi, certains accords de RCC ajoutent un volet supplémentaire de mobilité interne. Les salariés à qui la rupture d'un commun accord est proposée peuvent également candidater pour une mobilité vers un autre poste. Or, le contexte actuel est propice à de telles transformations. J'ajouterai que la rupture conventionnelle collective a également le mérite de la simplicité, puisque les règles liées au licenciement pour motif économique ne s'appliquent pas. Et donc, pas d'ordre des licenciements, pas de priorité de rembauche, pas de limite dans les recrutements postérieurs au départ, etc. Ceci étant, quelles sont les entreprises qui peuvent recourir à la rupture conventionnelle collective ? Toutes les entreprises, à la seule réserve près de pouvoir conclure un accord collectif. En effet, le recours à la rupture conventionnelle collective n'est subordonné à aucun seuil, qu'il s'agisse des effectifs de l'entreprise ou du nombre de ruptures de contrat de travail envisagées. La rupture conventionnelle doit simplement être encadrée par un accord collectif qui précise entre autres sa période d'application, les modalités de candidature et de sélection des salariés, un engagement de ne pas licencier, le montant de l'indemnité de départ.
À ce propos, la loi n'exige pas que cet accord collectif soit signé par des syndicats majoritaires. Il est donc possible de définir une RCC par un accord qui, signé par des syndicats non majoritaires, a été soumis à la consultation des salariés afin de le valider. La loi n'exclut pas plus les modes de négociation admis pour les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndical. À titre d'exemple, une entreprise comptant moins de 11 salariés ou moins de 20 salariés sans CSE peut utiliser le mécanisme du projet d'accord soumis à ratification du personnel afin de conclure un accord portant rupture conventionnelle collective. C'est d'ailleurs la position du document questions-réponses consacré par le ministère à la RCC, selon qui toutes les modalités de conclusion d'un accord d'entreprise sont permises. Venons-en maintenant au contexte dans lequel la RCC s'avère pertinente. Une question importante doit être posée. Peut-on conclure un accord de RCC dans un contexte économique difficile ? A priori, ce n'est pas l'esprit de la RCC parce qu'elle a été principalement conçue comme un outil de restructuration à froid, déconnecté du droit des licenciements pour motif économique. L'employeur n'a donc pas à justifier d'un motif économique. Mais cela ne signifie pas que la RCC ne puisse pas être utilisée dans un contexte économique sensible. Ainsi, le tribunal administratif de Cergy et la cour administrative d'appel de Versailles, qui se prononçaient sur la même affaire, ont jugé que le fait que les suppressions de postes prévues par une rupture conventionnelle collective reposent sur un motif économique n'était pas en soi de nature à imposer la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En revanche, le recours à la rupture conventionnelle collective n'est pas envisageable si la situation économique est telle que les licenciements pour motif économique semblent probables, voire inévitables. En effet, dans un tel cas, le départ des salariés n'est plus vraiment libre ou volontaire. C'est pourquoi le ministère affirme que la RCC ne peut et ne doit pas être proposée dans un contexte de difficulté économique qui aboutira de manière certaine à une fermeture de site. Dans un arrêt très récent, rendu le 20 octobre dernier, la Cour administrative d'appel de Versailles a d'ailleurs adopté la même position. Elle retient que lorsque la rupture conventionnelle collective est conclue alors qu'un établissement est destiné à fermer, les salariés concernés ne disposent pas d'un réel choix entre un départ volontaire et le maintien dans leur emploi. Pour conclure, il faut rappeler que la situation qui conduit l'employeur à recourir à la RCC doit logiquement figurer dans le préambule de l'accord collectif, sans que cela ne soit une condition de validité de l'accord. Ce dernier point invite à revenir sur la disposition en vertu de laquelle l'accord collectif qui encadre la rupture conventionnelle collective doit, je cite, exclure tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. Le principe semble simple, mais il peut être complexe à appliquer. Le question-réponse du ministère déduit de cette disposition que l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective doit comporter un engagement de ne pas licencier pour motif économique et en fait un point de vérification obligatoire de la DRETS lors de l'examen de la demande de validation. Cet engagement doit permettre aux salariés de choisir librement de candidater pour un départ volontaire puisque leur emploi n'est pas, du moins pas immédiatement, menacé. C'est pourquoi la RCC ne peut pas être mise en œuvre simultanément avec un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un même projet de restructuration. La coexistence de départ volontaire et de licenciement ne pourra s'effectuer que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui peut éventuellement prévoir une phase préalable de volontariat. Cet engagement de ne pas licencier dans le cadre de la rupture conventionnelle soulève une difficulté essentielle qui consiste dans la détermination de sa durée. Le ministère estime qu'aucun licenciement pour motif économique ne peut être envisagé au cours de la période prévue par l'accord collectif, durant laquelle les ruptures d'un commun accord peuvent être engagées. La précision est heureuse, car certains accords ne fixent pas de durée précise pour leur engagement de ne pas licencier. En clair, une entreprise retrouve a priori le droit de licencier pour motif économique à l'expiration de la période au cours de laquelle les ruptures de contrat d'un commun accord peuvent être conclues. Oui, mais on observe que certains accords fixent une durée postérieure à la fin de la mise en œuvre du dispositif. À titre d'exemple, Euro Disney s'est engagé à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique jusqu'à janvier 2023, alors que son accord RCC a cessé de produire ses effets au 30 septembre 2021. Une stipulation de cet ordre peut paraître dangereuse en cas de dégradation de la situation économique. C'est pourquoi il serait peut-être utile d'envisager dans une telle hypothèse une transition vers un plan de sauvegarde de l'emploi, même si cela peut s'avérer complexe. En outre, des licenciements pour motif économique intervenant peu de temps après la période d'application d'une RCC pourraient soulever des difficultés. Cela ne montre-t-il pas que l'engagement de ne pas licencier était artificiel ? Et si un plan de sauvegarde de l'emploi est alors mis en place avec des conditions plus avantageuses que la RCC, les salariés y ayant adhéré ne pourraient-ils pas soutenir avoir été lésés ?
On le voit, la fixation de la durée de l'engagement de ne pas licencier est une question sensible. Poursuivons la présentation du dispositif en rappelant que la conclusion d'un accord ne suffit pas. Celle-ci doit en effet être soumise à l'examen de la DREETS, ex-direct, ce qui soulève la question de l'intensité du contrôle opéré. L'accord collectif est soumis à un contrôle de validation par le DREETS dont relève l'établissement en cause. En amont, l'employeur doit donc informer son délai la DREETS compétente de son intention d'ouvrir une négociation sur le sujet par le biais d'un portail appelé RUPCO. Cette information par voie dématérialisée va permettre d'éventuels échanges avec l'administration. Il faut ensuite transmettre l'accord à la DREETS qui dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord pour se prononcer. Son silence au bout de ce délai vaut validation. Cette validation suppose la vérification de plusieurs points sensibles sur lesquels insiste particulièrement le ministère. Effectivement, Olivier, certains points sont relativement faciles à contrôler. Y a-t-il bien un accord collectif ? Y trouve-t-on toutes les clauses obligatoires, dont celles relatives à un engagement de ne pas licencier pour motif économique ? Le point d'achoppement principal porte sur les mesures d'accompagnement. Car il faut bien se rappeler l'objet de la RCC, permettre aux salariés qui vont partir de monter un projet professionnel. La DREETS doit donc s'assurer du caractère précis et concret des mesures qui visent à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents. Il faudra, à cet égard, bien prendre en compte dans la rédaction de l'accord collectif le fait que le ministère souhaite qu'une attention particulière soit portée aux salariés les plus fragiles et les moins employables. La rupture conventionnelle collective ne peut donc pas s'accompagner de simples mesures d'indemnisation, de chèques valises comme on les désigne en pratique. La RCC n'est donc pas une simple affaire de rupture négociée. Oui, une réelle réflexion s'impose sur les mesures d'accompagnement. Elle pourra d'ailleurs inciter les représentants des salariés à signer l'accord. C'est pourquoi on trouve très souvent dans les accords la mise en place de cellules d'information et d'accompagnement des salariés pour les aider dans l'élaboration d'un projet professionnel, la prise en charge de frais de formation, une aide à la création ou à la reprise d'entreprise, une aide à la mobilité, etc. L'administration doit également s'assurer de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique. C'est d'ailleurs l'occasion d'évoquer le rôle de ce comité dans le cadre de la rupture conventionnelle, qui est somme toute restreint. C'est vrai. Les textes relatifs à la rupture conventionnelle collective n'envisagent qu'une information du CSE, s'il existe évidemment, selon des modalités et des conditions qui vont être définies par l'accord collectif, ce dont on déduit que l'information est logiquement postérieure à sa conclusion. D'ailleurs, l'article L23-12-39 qui définit les modalités concrètes de la consultation sur les projets de compression des effectifs prévoit expressément son inapplication en cas d'accord collectif visé aux articles L1237-17 et suivants du Code du travail, ce qui inclut la RCC. En revanche, l'accord de rupture conventionnelle collective doit définir les modalités de suivi de sa mise en œuvre effective et ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du CSE. Ces avis doivent être d'ailleurs transmis à l'autorité administrative. D'expérience d'ERC, les accords RCC soulèvent au moins 2 difficultés principales. La première porte sur le fait de savoir si l'on peut réserver la RCC à certaines catégories de salariés dans l'entreprise et ou à certains établissements. Le principe d'un ciblage ne fait pas de doute. L'accord de RCC devant précisément définir les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier. En vertu du Code du travail, seuls les salariés en CDI sont concernés. Et ceux qui sont déjà engagés dans un processus de rupture du contrat de travail sont généralement exclus par les accords. Un accord définissant le cadre de la rupture conventionnelle collective peut se montrer d'ailleurs beaucoup plus précis. Il peut notamment poser une condition d'ancienneté, viser des salariés qui occupent certains postes particuliers ou prévoir un contrôle du projet professionnel envisagé, généralement opéré par une commission ou un comité ad hoc. Ces pratiques sont admises par le ministère qui rappelle que la rupture conventionnelle collective est un instrument conçu pour permettre aux entreprises d'anticiper sur l'évolution des compétences des salariés, notamment de ceux qui sont exposés aux évolutions technologiques et économiques. Elle en déduit, à juste titre, qu'un accord RCC peut définir les types d'activités et postes sur lesquels les mesures de départ volontaire sont envisagées. Mais il est rappelé dans le même temps que cibler des catégories ou des établissements pourrait soulever des difficultés au regard du principe d'égalité de traitement. À cet égard, il faut garder à l'esprit que la Cour de cassation a dégagé une présomption de justification en matière d'égalité de traitement, applicable lorsque la différence de traitement a une origine conventionnelle. Certes, cette présomption n'a pas une portée absolument générale, mais rappelons-le, la RCC suppose un accord collectif. Évidemment, toute discrimination est exclue, et c'est sous cet angle que le document question-réponse souligne que les mesures qui ciblent les seniors doivent faire l'objet d'un contrôle attentif et exigeant de la part des DREETS.
Le volontariat des seniors doit ainsi leur permettre soit de réaliser, comme tout autre salarié, un projet professionnel réel, soit de liquider leur pension de retraite immédiatement ou de manière différée via un financier couvert intégralement par l'entreprise. Petite précision. À ce propos, la plupart des accords proposent des aides financières au rachat de trimestres manquants. Mais on trouve d'autres accords excluant de l'éligibilité au dispositif les salariés susceptibles de faire valoir leur retraite à une échéance proche. Second point fondamental dans la RCC, la sélection des salariés. La question peut d'autant plus se poser que le dispositif de la RCC présente certains attraits pour les salariés qui en bénéficient. Droit au chômage, bénéfice de mesures d'accompagnement et de reclassement interne, indemnité de départ qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, qui lui est bien souvent très supérieure et n'est pas imposable. On peut aisément, en pratique, recevoir d'URC plus de demandes de départ que le nombre envisagé par l'accord. C'est un point essentiel qui doit être mûrement réfléchi. La loi impose à l'accord de rupture conventionnelle collective d'établir, d'une part, le nombre maximal de départs envisagés, d'autre part, le nombre de suppressions d'emplois ou de postes associés, et au surplus la durée pendant laquelle les ruptures d'un commun accord peuvent être engagées. L'accord doit surtout établir les critères de départage entre les candidats au départ. Les règles du jeu, si je puis dire, doivent donc être fixées dès le départ. À nouveau, ces critères ne doivent pas être discriminatoires et on peut même attendre d'eux qu'ils soient objectifs. La lecture des différents accords déjà conclus révèle des critères de sélection assez différents. Oui, certains accords s'appuient sur un critère chronologique, à savoir la date d'envoi de la candidature. D'autres vérifient que les demandes de départ ne compromettent pas le fonctionnement de certains services ou le maintien de la continuité de l'activité de l'entreprise. On trouve encore des accords sélectionnant selon le caractère sérieux et viable du projet professionnel des candidats ou donnant la priorité aux candidats d'un poste ayant vocation à être supprimé. Une vraie diversité de pratiques est donc observée parmi les critères de sélection. Finalement, la rupture conventionnelle collective suppose une sérieuse réflexion en amont, au stade de la négociation de l'accord collectif, qui va la porter, afin d'éviter des embûches postérieures. Ce dispositif équilibré pour les entreprises et les salariés est assez peu contraignant. La difficulté majeure tient peut-être à la nécessité de trouver un interlocuteur apte à représenter les salariés et à signer l'accord collectif. Un dispositif qui a donc de beaux jours devant lui, en cette période de profonde transformation de nos entreprises. KPMG Avocats se tient évidemment à votre disposition pour vous assister dans ce processus à la fois intéressant et délicat. L'actualité sociale. Poursuivons cette émission avec l'actualité sociale. Commençons par la décision du Conseil constitutionnel qui, dans une décision du 9 novembre 2021, s'est prononcé sur la loi de vigilance sanitaire. On retiendra qu'il n'a pas remis en cause le principe de la prorogation au 31 juillet 2022 de la période au cours de laquelle le Premier ministre peut, notamment, subordonner l'accès à certains lieux, services ou événements à la présentation d'un pass sanitaire. Évoquons ensuite la fameuse indemnité inflation de 100 €, dont le versement par l'employeur est prévu en décembre sous certaines conditions. Les auditeurs trouveront sur le site de l'URSSAF des informations d'ordre général sur cette prime, dont les détails précis ne sont pas encore connus au moment où nous enregistrons l'émission, en l'absence des textes nécessaires. L'actualité est donc riche et nous avons choisi de nous intéresser à un arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2021 qui porte sur les salaires minima hiérarchiques. Dans quel contexte cette décision a-t-elle été rendue, Dirk ? La question relative à l'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise en matière de salaire minima hiérarchique est assez complexe. Pour la comprendre, il faut rappeler que le Code du travail prévoit que dans 13 domaines spécifiques, dont celui des salaires minima hiérarchiques, les stipulations de l'accord de branche s'imposent face aux stipulations divergentes des accords d'entreprise, sauf si ces accords d'entreprise comportent des garanties au moins équivalentes. Concrètement donc, un accord d'entreprise ne peut pas fixer un salaire minimum hiérarchique inférieur à celui qui est fixé par l'accord de branche applicable. La complexité vient du silence de la loi qui ne définit pas les sommes qui entrent dans la notion de salaire minima hiérarchique. Oui, et face à ce silence, plusieurs accords de branche ont inclus dans les salaires minima hiérarchiques non seulement les salaires de base, mais aussi divers compléments de salaire, des primes par exemple. Cela afin de gonfler, si vous me passez l'expression, le montant des salaires minima hiérarchiques qui s'imposent aux accords d'entreprise. Jusqu'à maintenant, le ministère du Travail refusait d'étendre par un arrêté d'extension les stipulations de cet ordre. Selon lui, les salaires minima hiérarchiques doivent s'entendre comme des salaires de base pour une raison simple. Selon le Code du travail, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche pour tous les compléments de salaire, sauf pour les primes pour travaux dangereux ou insalubres. Autrement dit,
À l'exception de ces primes qui ont un régime spécifique, toutes les primes prévues par un accord de branche peuvent être réduites ou écartées par un accord d'entreprise. Ces primes ne pouvaient donc, selon le ministère, être prises en compte par un accord de branche pour déterminer le montant des salaires minima hiérarchiques qui, lui, s'impose aux accords d'entreprise. C'est cette doctrine qui est contredite par le Conseil d'État dans l'arrêt du 7 octobre 2021. Passons maintenant aux apports de cet arrêt. Les faits à l'origine du litige sont simples. En 2018, un avenant à un accord de branche fixe les salaires minima hiérarchiques en comprenant non seulement les salaires de base, mais aussi la prime de fin d'année et la rémunération du temps de pause. Fidèle à cette doctrine, la ministre du Travail a exclu de son arrêté d'extension les stipulations qui intégraient ces compléments de salaire dans les salaires minima hiérarchiques. Le Conseil d'État a été saisi d'une demande d'annulation de cette exclusion. Constatant que les ordonnances de 2017 ne définissent pas la notion de salaire minimum hiérarchique et que les travaux parlementaires ne contribuent pas à l'éclairer, le Conseil d'État apporte 3 éclairages essentiels. Premièrement, la convention de branche peut prévoir que les salaires minima hiérarchiques valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour la rémunération effective des salariés résultant du salaire de base et de certains compléments de salaire. Deuxièmement, les montants ainsi retenus s'imposent aux accords d'entreprise qui ne peuvent donc pas prévoir des salaires minima hiérarchiques inférieurs. Troisièmement, cependant, lorsque ce montant minimum intègre des compléments de salaire identifiés par l'accord de branche, comme c'était le cas en l'espèce, ce montant minimal peut être atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes. Un accord d'entreprise peut donc réduire ou supprimer les compléments et primes retenus par l'accord de branche pour définir le montant des salaires minima hiérarchiques, mais il devra, en tout état de cause, respecter ce montant, notamment par le biais d'autres éléments de rémunération. En conclusion, la marge de manœuvre des entreprises est limitée s'agissant des salaires minima hiérarchiques. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet de KPMG Avocats, accessible sur www.kpmg.fr. Cette édition des sociales de KPMG touche à sa fin. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en janvier prochain. À bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.